Bienvenue dans Azur Politique, votre rendez-vous politique sur BFM Nice Côte d'Azur. Grand entretien aujourd'hui avec David Lisnard, maire Les Républicains de Cannes et président de l'Association des maires de France. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Émission en partenariat avec Nice Matin, comme chaque semaine. Denis Caro est à mes côtés pour m'accompagner, directeur des rédactions. Bonjour Denis. Bonjour Céline. La question d'Azur Politique. La culture est-elle la mère de toutes les batailles? C'est en tout cas votre cheval de bataille, David Lisnard. À Cannes, tous les enfants prennent part à des projets culturels. On s'initie au grec et au latin dès l'école primaire. Vous estimez que la culture peut guérir la société de certaines de ses fractures. Faut-il investir massivement dans la culture? Est-ce cohérent avec votre vision d'un État régalien et très peu interventionniste? On le verra avec vous. Et puis nous avons aussi beaucoup de questions d'actualité politique à vous poser sur la réforme des retraites, sur l'inflation qui pèse sur les collectivités et sur les maires de France que vous représentez à la tête de l'AMF. Azur Politique, c'est parti. Et il y a le festival de Cannes, Cannes Série, le Cannes Lions, le festival de danse. Voilà, la liste des grands événements culturels qui rythment la vie de Cannes est bien longue. C'est aussi le retour du Midem, le marché international du disque, du 19 au 21 janvier. Il est rebaptisé Midem Plus. À quoi va-t-il ressembler ? C'est une édition zéro, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une préfiguration de l'événement qui sera lancé de façon encore plus ample en 2024, tel qu'on l'avait annoncé. Mais au moment où je vous réponds, on est au-delà de nos objectifs pour 2023. L'idée, c'est de rester sur les fondamentaux du Midem, qui n'existait plus depuis 2019, et la ville de Cannes a racheté la marque et le relance avec des partenaires, c'est-à-dire d'avoir au Palais des Festivals et des Congrès, qui est devenu le premier Palais des Congrès de France, quelle fierté pour la Côte d'Azur quand même, en chiffre d'affaires, en activité, d'avoir les professionnels de ce monde qui a été totalement bouleversé, notamment par le numérique depuis 20 ans, d'avoir les créateurs, les artistes, d'avoir du public, donc d'avoir du live, du concert, d'avoir une partie réflexion, séminaire et des rencontres avec les artistes. Donc pour nous, en janvier, une période qui est une période encore creuse, un événement qui va nous permettre de dynamiser ces quelques jours, et puis de fabriquer le plus grand événement des professionnels de la musique. C'est l'ambition que nous nous donnons. Alors Cannes, c'est bien entendu le festival du film. Vous développez un projet très ambitieux qui s'appelle Cannes On Air pour développer la filière audiovisuelle. L'idée, c'est de mettre en place un écosystème complet autour des métiers de l'audiovisuel. Oui, parce qu'il y a un enjeu d'emploi. Pour fixer notre jeunesse sur d'autres formations, on a quelques grands piliers qu'il faut cultiver. Le tourisme d'affaires, le nautisme, le satellitaire, puisqu'on a la plus grande usine de satellites d'Europe qui est à Cannes, mais aussi de développer toute cette filière sur l'économie créative, tout ce qui est contenu audiovisuel, etc., qui explose dans le monde entier. Donc c'est pas simplement une idée aujourd'hui, c'est pas un projet, c'est une réalisation, puisque le campus universitaire qui a été porté par la ville de Cannes a ouvert le campus Méliès. Voilà, le campus Méliès à la Boca. On est au-delà de nos objectifs. On a 1100 étudiants, 35 formations de Bac plus 2 à Bac plus 8. Et là, quelles sont les prochaines étapes? Avec un hôtel d'entreprise. Donc, de continuer à développer l'entreprise. On est aujourd'hui à 90% de remplissage. On va être à 100% pour mettre en connexion la recherche, l'enseignement et la création entrepreneuriale. Et donc, les prochaines étapes, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, des nouveaux événements, dont le Midem Plus que vous évoquez. C'est aussi dans l'écosystème. Et sur les terrains qui étaient en jachère industrielle depuis une quinzaine d'années, ex-CLBI à la Boca, donc c'est là des investissements privés. La ville a bloqué le terrain pour pas qu'il y ait de spéculation immobilière. C'est 5 hectares 7 qui donc sont repris par le groupe Duchaux Novelty, qui est à la fois le groupe leader dans le tourisme d'affaires et l'événementiel, mais qui monte aussi des studios, qui est partenaire de grands opérateurs. Et donc, c'est signé, il y a un très beau projet architectural, et avec des studios, un quartier, de la formation, des écoles qui vont s'installer aussi, des logements pour professionnels du spectacle et de l'audiovisuel. Ces studios, c'est ce qu'on peut surnommer le Hollywood cannois, mais qu'est-ce qui va vraiment s'y tourner? Est-ce qu'on est sûr d'arriver à faire venir des événements, des tournages sur ces plateaux? Et est-ce que ça a vocation aussi à faire concurrence aux studios de la Victorine à Nice? Non, parce que, alors objectivement, on n'est pas sur la même échelle, là on va avoir des très grands studios, on est sur un projet qui est de plus grande ampleur. Aujourd'hui, c'est les privés qui le financent. Donc les privés ne font pas ça par philanthropie, ils ne font pas ça pour me faire plaisir. Ils font ça parce qu'ils croient à l'avenir. Donc ils investissent à Cannes et ils investissent parce que Cannes est une marque mondiale. Et que... Donc le risque n'est pas pour la ville de Cannes. Ah non, ben non. Moi je crois à l'initiative privée. Nous on essaie de créer
alors c'est toujours un peu présomptueux un écosystème, du marketing territorial, etc., et de mettre la cohérence. Et ensuite, ce sont des gens pragmatiques. Donc c'est à la fois des émissions de flux, dont on parle peu, mais Ninja Warrior, quand même, est tourné à Cannes, c'est une émission que je me permets de citer parce qu'on est partenaire. C'est du flux, mais c'est aussi de la fiction, c'est aussi du cinéma, c'est aussi du web, le web 3.0. On va travailler sur le métaverse. D'ailleurs, le Midem on va avoir des concerts avec Jean-Michel Jarre sur le métaverse, et donc immersif. Qui sera parrain du Midem. Qui est parrain du Midem. Donc ce sont des secteurs d'avenir, et je trouve formidable que ces grands groupes, qui sont des groupes mondiaux, regardent la carte de l'Europe et on est quand même un certain nombre à nous positionner sur ces segments et choisissent Cannes. Écoutez, je ne vais pas bouder notre plaisir. Vous avez lancé l'année dernière un grand projet de musée international du cinéma et du Festival de Cannes, un projet à 200 millions. Il en est où, et là, quel est le calendrier? Le projet, donc la finalité, c'est d'avoir une sorte de Guggenheim ou de Beaubourg du cinéma pour avoir tout au long de l'année une activité à la fois artistique, culturelle, scientifique, mais aussi ludique, immersive, touristique, donc pour lisser la fréquentation touristique et avoir un pôle d'attractivité en plus. Il faut toujours rappeler la finalité. Les financements, on ne les connaît pas encore aujourd'hui. Moi, je sais ce que peut mettre la ville. Je ne le dirai pas publiquement pour l'instant, mais j'ai dans mes plans pluriannuels. Et on va lancer des structures de portage pour les partenaires privés, pour du mécénat. J'aimerais que ce soit un grand musée national. Donc, je pense qu'on est bien avancé là-dessus. Vous travaillez avec le ministère de la Culture sur ce projet? Complètement avec. D'ailleurs, je travaille très bien avec l'actuel ministre de la Culture, avec qui ça se passe très bien. Et je pense qu'il faudrait que le président de la République décide de. L'Europe a besoin d'avoir ce grand équipement. Pareil, c'est pas de la philanthropie, c'est un investissement. Les États-Unis, à travers l'Académie des Oscars, viennent d'inaugurer un tel musée aux États-Unis. On doit avoir le pendant européen. Il y a un enjeu économique, il y a un enjeu d'attractivité, mais il y a un enjeu aussi d'influence et culturelle. Donc c'est un enjeu de portée au moins nationale. D'un mot, le Cinéum, multiplex à la Boca, il fonctionne. Comment se porte la fréquentation? Écoutez, il faut demander à l'exploitant, parce que là, c'est un privé. Parce que les cinémas ne se portent pas bien. Je pense qu'il doit souffrir comme tous les cinémas. Apparemment, pour Avatar, en revanche, c'est complet, puisque mes enfants voulaient le voir à la fois au Cinéum, puis au cinéma centre-ville, c'était complet à chaque fois. Mais quand les films sont bons, les cinémas sont fréquentés. Allez, la culture, c'est pas que le cinéma, ça commence dès le plus jeune âge. Du moins à Cannes, tous les élèves de la maternelle au lycée participent à des projets artistiques, culturels, sur le temps scolaire ou en dehors. Est-ce que vous savez si ça a permis concrètement d'améliorer les résultats scolaires? Je ne peux pas vous le dire. On n'est pas capable de mesurer l'efficacité ce serait de ce type de hypocrite mesure. de vous dire oui ou pas. Moi, j'y crois. Il y a c'est une très bonne question, parce que moi, c'est la question que j'ai posée, y compris au ministère, pour qu'on ait une évaluation. C'est une obligation légale en France, l'éducation artistique et culturelle. Il y a eu plusieurs lois. Tout le monde l'oublie. Normalement, c'est à l'État de le faire. Bon, on le fait, nous, ville, on porte ça. On est la première ville 100% éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire que tous les enfants, de la maternelle au supérieur, reçoivent, privé ou public, dans le temps scolaire, et pas simplement périscolaire, scolaire, une éducation aux grandes œuvres de l'esprit, apprennent une discipline artistique, font de l'histoire de l'art et rencontrent des artistes et ont une expérience émotionnelle face à un spectacle. Donc, pour moi, c'est vital et essentiel. C'est ce qui permet d'échapper au déterminisme social, de s'élever individuellement, mais aussi de créer du lien collectif. On est une nation éclatée, on est une nation fragmentée. On a besoin d'avoir du sens et du sens commun. Et ça s'appelle la culture. Quand vous dites, mais après, il faut l'évaluer, bien sûr, vous avez raison. Quand vous dites acquérir un capital culturel, ça permet d'échapper au déterminisme social. Franchement, on entendrait ça plutôt dans la bouche d'un homme de gauche. Parce que cette question révèle un présupposé que vous avez en vous. Voilà. Parce que, vous voyez, je suis classé à droite. Je ne vais pas vous raconter ma vie. La culture n'est pas un machin de gauche, entre guillemets. Quel racisme social et politique que de penser que la culture serait réservée à la gauche. Et moi qui crois à l'individu, qui suis un indépendant, j'ai grandi comme petit commerçant et comme fils d'artiste pour ma mère et de sportif par mon père. C'était pas intellectualisé, mais de facto, on savait qu'en faisant du sport et en se cultivant, on arrivait à s'en sortir dans la vie et à ne pas se laisser impressionner et bouffer par certaines classes sociales. C'est pour ça que la maîtrise du langage, la maîtrise du vocabulaire, avoir son jardin à soi, d'abord c'est magnifique individuellement et c'est très important, mais c'est surtout ce qui vous permet d'affronter la vie.
Et le général de Gaulle, qui n'était pas spécialement un homme de gauche, qui était plutôt à droite, disait que la culture générale était le premier des passeports. Il ne le disait pas comme ça, il le disait bien mieux que ça, dans la vie. Alors justement, comment aller plus loin et comment démocratiser la culture davantage et comment faire sauter les barrières? L'école a un rôle essentiel. C'est pour ça que l'éducation artistique et culturelle, dans le livre que nous avons sorti avec Christophe Tardieu, qui s'appelle La culture nous sauvera, à l'édition de l'Observatoire, je fais du placement de produits, c'est le premier chapitre et on dit que c'est la mère des batailles. Ça a été souvent revendiqué par la gauche, vous avez raison là-dessus. Nous, on dit que l'éducation artistique et culturelle ne doit pas être du prêchi-prêcha de bonne conscience ou de l'éveil. Hein. Ça doit être autour des grandes œuvres de l'esprit. Parce qu'une culture française, une vibration, une poésie française existe. Alors, cela passe évidemment par une orientation dans le cadre des programmes scolaires. Le recteur Etis, qui était recteur ici, chez nous, qui maintenant est en Bretagne, a créé un institut de formation. Et c'est indispensable pour savoir enseigner l'éducation artistique et culturelle. Autrement, on amplifie les fractures. Alors, on n'a pas le temps, mais ce serait intéressant de l'étudier. Et donc, par un investissement, et puis par des partenariats publics-privés. Beaucoup d'entreprises françaises font du mécénat. On doit orienter ce mécénat vers l'éducation artistique et culturelle. Elles seront très demandeuses dans le cadre de leur politique RSE. Il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Est-ce que chez les Républicains, on a envie d'investir autant dans la culture que vous? Est-ce que vous aimeriez pousser cette question culturelle dans un projet futur de gouvernement, par exemple? Parce que c'est un sujet qui est moins investi, c'est vrai, par la droite. Il y a des thèmes qui sont dans lesquels je m'investis beaucoup parce que c'est mon parcours de vie, donc je me sens bien. C'est la lutte contre la bureaucratie, parce que je l'ai affronté quand j'étais commerçant, je l'affronte à la mairie, et je crois que surtout, c'est ce qui plombe le pays, c'est ce qui fait qu'on paye plus d'impôts qu'ailleurs, qu'on a plus de dépenses publiques, plus de charges, et qu'à la fin, on a moins de services publics. C'est l'excès bureaucratique. C'est un thème pour moi essentiel. Et ensuite, c'est le développement culturel. Donc j'ai 3-4 thèmes comme ça que j'essaie de pousser. La réforme de l'État, la décentralisation, les libertés locales, la culture. Qu'est-ce que vous dire, je suis engagé et j'espère influencer, oui, les Républicains. Mais d'autres le pensent comme moi, enfin je ne suis pas le seul. Hein. David Lisnard, la culture, c'est 16% du budget à Cannes. Est-ce que c'est beaucoup plus important que les autres communes et comment on fait pour maintenir un budget aussi important dans le contexte financier qu'on connaît? Nous, c'est devenu le premier budget. Ensuite, chaque commune a son histoire et ses singularités. On est une commune centre dans le bassin cannois. Hein. On a une centralité. Et puis, on a dans le budget culture, on a aussi un événementiel culturel important. C'est un investissement pour nous. C'est-à-dire que c'est une dépense, mais c'est un rapport. J'espère que c'est un rapport sur le niveau des élèves, vous l'évoquiez tout à l'heure, que c'est un rapport sur la cohérence culturelle dans une ville qui est très, très éclatée. Cannes, historiquement, depuis le 19e siècle, c'est une ville qui a un taux de pauvreté très élevé, mais qui a aussi beaucoup de richesse. C'est une ville qui est une ville de diaspora politique, d'immigration, donc il faut créer de l'unité. Et la culture, nous, c'est notre martingale. Mais ce que je veux dire, c'est que ça marche, puisque c'est le premier budget et on baisse la dette tous les ans, sans toucher aux impôts. On aura baissé depuis 2014 la dette de la commune de Cannes à la fin de l'année de plus de 65 millions d'euros. Mais qu'est-ce qui fait que vous en sortiriez mieux que les autres? Moi, je ne prétends pas m'en sortir mieux que les autres. En tout cas, je sais que Cannes avance et que Cannes progresse. Et en l'occurrence, c'est, je crois, un travail que l'on mène. J'ai la chance d'avoir une très bonne équipe autour de moi, des équipes qui bossent, des agents qui sont motivés. Alors, il y a des échecs, tout ne va pas bien, mais on a créé des cercles de qualité. On essaie de transformer les dépenses de fonctionnement en dépenses d'investissement. On a créé des plans CAPEX comme en entreprise. Moi, c'est ce que j'ai vécu. On a augmenté la productivité. On a investi sur les machines, sur les locaux professionnels. Le monde admet, il y a ce que l'on voit. Il y a de la représentation, moi je fais des médias, mais 99% de mon temps, c'est de l'interne, c'est d'être patron, c'est de travailler avec des salariés, et on essaie d'être performant. Encore une dernière question peut-être sur la culture. Le gouvernement a confirmé récemment qu'aucun événement culturel majeur n'aurait lieu pendant les JO 2024. Est-ce que ça va vous impacter à Cannes? Est-ce que ça remet en question l'organisation des plages électro, par exemple, à l'été 2024? Il y a eu une inflexion de l'approche du gouvernement. J'avais interpellé à plusieurs reprises la Première ministre et le Président de la République à ce sujet. La ministre de la Culture je crois, est très motivée pour qu'on garde des événements. Et ce serait une erreur. Alors, pour l'instant, on ne serait pas impacté à Cannes, mais ce serait une erreur magistrale. D'abord, ça rendrait impopulaire les JO. Ce n'est pas le but. Tout ça parce que l'État n'est pas capable d'anticiper le nombre d'effectifs de police nationale ou de CRS ou de gendarmes mobiles. Enfin, alors, quelques ajustements, très bien. Mais les grands événements culturels de l'été en France, c'est beaucoup d'emplois,
beaucoup de plaisir pour les spectateurs, beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses produites, mais c'est aussi une singularité française. Donc vous ferez en sorte que les plages électro soient maintenues, quoi qu'il Mais arrive. elles seront maintenues. Je vous non, mais ça, je vous dis tout de suite, les plages électro sont maintenues, et d'autres événements, les jeunes talents que l'on organise au Suquet, tout sera maintenu. À Cannes, tout sera maintenu. Allez, on va passer tout de suite aux questions d'actualité. David Lisnard, est-ce raisonnable de demander aux Français de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans? Ce qui ne serait pas raisonnable, c'est de laisser s'écrouler le système de retraite et de continuer de surendetter le pays. Parce qu'à la fin, il faudra travailler encore plus pour le coup. Le système de retraite n'est pas au bord de l'effondrement aujourd'hui. Le président de la République et le Premier ministre disent que si, et je crois qu'ils ont raison, parce que les projections du corps montrent que, hormis les exercices 2021-2022, pour des raisons que l'on connaît très bien, quel que soit le cas de figure, quel que soit le taux de chômage, même avec d'énormes gains de productivité, les retraites seront en déficit entre, dans le meilleur des cas, 0,6% du PIB. Un point de PIB, ça doit être 22 milliards d'euros par an. Donc ce système ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, le système par répartition, qui a été conçu et de belle façon à la Libération dans l'urgence pour assurer tout de suite les pensions de retraite, se faisait à l'époque du baby-boom. Et le système par répartition, vouloir entretenir le mythe d'un système de répartition qui continuerait comme dans les années 60, c'est exactement le système de Madoff. C'est une pyramide de Ponzi. C'est très simple. Il y avait 4,1 actifs par retraité en 1960. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs par retraité. Quand vous voyez l'effondrement des naissances et l'allongement de la durée de la vie et la rentrée différée sur le marché du travail, ça ne peut pas tenir. Donc ce qu'il faut, on ne peut pas augmenter les cotisations parce qu'on a les plus élevés du monde, et si on augmente les cotisations, c'est au détriment de l'emploi, de la richesse, des revenus, donc de la compétitivité de nos entreprises. 2, on ne peut pas baisser les pensions, parce que ce serait indigne, une société digne de ce nom. Donc le troisième critère. Mais le problème, c'est que, j'ai sorti un papier aujourd'hui, et je parle de sado-réformisme. On montre, comme on ne s'attaque pas à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la matrice, c'est que ce système ne fonctionne plus, ne pourra pas fonctionner. Eh bien, on est dans la douleur. Donc, soit il faut cotiser plus, soit il faut gagner moins, soit il faut travailler plus longtemps. Et je propose qu'on passe à autre chose, qu'on garde de la répartition pour un filet de sécurité. Les dépenses de retraite en France aujourd'hui, c'est grosso modo 350 milliards d'euros. Si on assure au moins 1 200 euros par retraité aujourd'hui, ça représente un peu plus de 200 milliards, et qu'on fasse donc 2 tiers, et qu'on fasse 1 tiers par capitalisation obligatoire, qui apporterait un meilleur rendement malgré les soubresauts de la bourse. Tout le montre dans l'histoire et dans le temps et dans les comparaisons géographiques, et qui permettrait de responsabiliser avec l'État comme garant comme il le fait aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de risques en réalité. Et je pense que c'est la seule façon... Est-ce que dans un contexte financier de plus en plus incertain, ce serait prudent justement d'aller sur ce terrain de la capitalisation? D'abord, le contexte financier n'est pas plus incertain. On a une hausse des taux, il y a des soubresauts, il y a eu des crashs en 86, en 29. Il y a quand même de gros soubresauts. Mais quand vous regardez, l'Institut l'Institut Molinari a démontré, et il frappe aussi, quand on regarde l'évolution de la bourse, d'ailleurs, les mêmes qui reprochent ça sont ceux qui disent que les actionnaires s'enrichissent en faisant rien. Donc moi, ce que je suis pour du capitalisme populaire. Et quand vous regardez les évolutions des valorisations des entreprises de la bourse depuis 50 ans, malgré les crashs et les soubresauts, ça a évolué bien plus vite que la progression des pensions par répartition. Bien plus vite. Dans la fonction publique, ce système est en place, personne ne le dit, depuis 1983. Je ne parle pas du préfonds qui est optionnel, je parle d'un système obligatoire de capitalisation, et tout le monde en fait son affaire. Les syndicats en sont très heureux, et les fonctionnaires en sont très heureux. C'était mis en place en 1983. Ce système fonctionne. Il aurait 3 vertus. Première vertu, de garantir un meilleur pouvoir d'achat des retraités dans le temps. Deuxième, avec un capital ou une pension. Ça, c'est à choisir selon le système. Deuxième vertu, c'est très important, de contribuer progressivement à assainir les finances publiques. On ne peut plus continuer la spirale de la dette publique. Troisième vertu, et c'est très très important, ça permettrait, avec ces fonds d'investissement français, de mieux capitaliser l'économie. Il nous manque entre 60 milliards et 100 milliards aujourd'hui dans les ETI, pour la recherche, pour la transition énergétique, pour l'innovation. Donc ce système-là qui fonctionne ailleurs, dans d'autres pays, je pense qu'il est temps de le mettre en place en France. Votre idée, ce projet, vous l'avez soufflé à Éric Ciotti? Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que lui, pour l'instant, il dit je ne veux même pas de la retraite à 65 ans. Non, c'est différent.
d'abord, moi ça fait longtemps que je parle de ça, hein. J'ai beaucoup écrit là-dessus et je le propose. Ensuite, Éric Ciotti, là, il répond à une question qui est posée par le gouvernement. C'est-à-dire, il y a un projet de loi, il est parlementaire, comme Olivier Marleix, donc leur job, leur boulot, c'est sur ce projet de loi d'essayer de l'améliorer et d'être utile au pays. Moi, je le vis avec l'AMF, ça. Sachant que la droite ne peut pas s'opposer à ce projet, à une réforme. Moi, je pense que dans l'immédiat, il faut discuter, est-ce que 64,5, mais tout ça, c'est techno. Je veux dire, c'est même pas de dimension politique. Moi, je propose de changer de système. C'est un peu différent, mais dans le système actuel, il faut faire cette réforme que la droite a proposée pendant très longtemps de surcroît. Donc, il faut être cohérent, et avec des systèmes qui permettent de ne pas être dans ce que j'ai appelé ce sadomasochisme. C'est pas parce que réformiste, c'est pas parce que ça fait mal que c'est une bonne réforme. Parce que c'est une façon de se donner, pour certains gouvernants, des postures un peu faciles de Churchill. Parce que c'est impopulaire, voilà. Juste un mot sur un sujet, il y a beaucoup de retraités sur la Côte d'Azur. Emmanuel Macron, il avait promis une pension en France d'ailleurs, en général. Oui, mais en particulier, c'est vrai chez nous. Il avait promis une pension de retraite, Emmanuel Macron, minimale à 1 200 €, y compris pour ceux qui sont déjà partis en retraite. Cette proposition, elle semble avoir du plomb dans l'aile. Est-ce que ça, vous trouvez que c'était une bonne idée, qu'il faut le faire, qu'il faut remonter les pensions minimum? Oui, je pense que... Moi, je le vois très bien, même avec mes parents qui bossent depuis qu'ils ont 15 ans pour l'une et 16 ans pour l'autre, qui ont toujours cotisé, soit dans art, sport ou petit commerce, et essentiellement le petit commerce. Le niveau de la retraite, c'est en dessous d'un agriculteur, c'est indigne. C'est tout à fait indigne. Donc, on est au XXIe siècle, un retraité doit au moins avoir 1 200 € par mois pour vivre, évidemment. Sur la crise énergétique, les boulangers sont en première ligne depuis quelques jours. Pour faire face à l'explosion des coûts, la région Sud lance un chèque énergie et débloque 3 millions d'euros. Est-ce que c'est une bonne initiative? J'ai vu que la région Auvergne aussi, enfin on dit plus Auvergne maintenant, je suis avec les nouvelles Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, Laurent Wauquiez avait lancé ça de façon... c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'on est dans un pays surendetté, où il y a trop de dépenses publiques, mais... il y a une réalité, il faut bien que les boulangers puissent continuer de bosser, quoi. Et le problème, c'est qu'on serait un pays avec des... On parlait de retraite tout à l'heure, 66% de l'augmentation des dépenses publiques depuis 1959 sont dues au régime des retraites. Voilà. C'est pour ça qu'il faut quand même s'attaquer au problème. Mais de manière générale, on sort trop le chéquier en France. Mais bien sûr, ça c'est n'importe quoi. Et on va en mourir. C'est-à-dire que et on fait des chèques en bois. Vous avez vu, là, il y a un chèque pour les chaudières en bois, il y a un chèque pour le covoiturage. Mais ça veut dire qu'on ne soutient pas les Français face à l'inflation, qu'on ne soutient pas les entreprises face à l'inflation. L'État sert à ça. C'est-à-dire sert à des moments exceptionnels d'être le dernier assureur. Donc la difficulté, c'est pas sur cette problématique-là, il faut sauver l'offre. Sauver les boulangers, c'est sauver une offre économique, comme il fallait le faire pendant le Covid au début du système. Ensuite, ça a été prolongé de façon artificielle. Le problème, c'est que ça se fait dans un contexte où l'État est surendetté. On aurait fait le travail d'assainissement des finances publiques comme d'autres pays l'ont fait. C'est pas inéluctable. On se poserait même pas les questions. On aurait des systèmes ponctuels et plutôt que de distribuer des chèques, on aurait mis la pression sur les énergéticiens et surtout... pardonnez-moi, c'est pas une lucidité rétrospective, mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est pas la responsabilité des boulangers ou des régions, c'est la responsabilité de l'État. Le sacrifice de notre filière électronucléaire, on était un certain nombre à dénoncer à l'époque et on se faisait traiter de victimes du lobbying. Moi, j'ai pas d'action dans le nucléaire, si vous voulez. Et j'espère qu'un jour, on aura quelque chose de mieux que le nucléaire. Mais la France avait... Cette période actuelle aurait pu être la période de l'émergence de la France, du retour de la France sur le premier plan. Parce qu'on avait un avantage compétitif mondial avec notre énergie électronucléaire. Énergie non carbonée, pilotable, abondante, bon marché. Par raison démagogique. Parce qu'on a cédé à des... Enfin, pas nous, mais François Hollande et Emmanuel Macron ont cédé de façon scandaleuse à certains écologistes intégristes. On a sacrifié la filière nucléaire. Et avec ce système délirant, de l'arène, l'Espagne et le Portugal ont réussi à en sortir. Nous n'en sortons pas. Où nous vendons de l'énergie à 47 € et que nous la rachetons à 500 €. Tout ça est dingue. Donc l'État doit assumer ses responsabilités, soutenir les boulangers. Oui. On ouvre le robinet ou non pour soutenir, par exemple, les particuliers face à l'inflation. Mais oui, parce qu'on est tombé dans un système social étatiste où la facilité est de dépenser de l'argent des générations futures et on est en train de sacrifier nos enfants et petits-enfants à l'autel de nos égoïsmes immédiats et surtout de nos légèretés immédiates. Pour les collectivités, est-ce qu'il y a assez de soutien de l'État? On a parlé des particuliers. Vous savez que les collectivités, et l'AMF a un discours un peu différent, c'est-à-dire que nous,
on ne demande pas à l'État de soutenir, on dit à l'État de nous laisser travailler, de ne plus nous spolier, ce qui est une différence notoire de vocabulaire et de réalité. Le travail avec la Première ministre se fait de bonne façon. On a un bon dialogue. On a une Première ministre qui est à l'écoute. Je ne partage pas sa politique. Elle est dans un cadre qui n'est pas le bon cadre, qui est trop étroit. Mais dans ce cadre-là, elle a une façon de travailler qui est fiable. C'est quelqu'un qui est... Et donc là-dessus, on doit passer le cap des prochains mois. Ce qu'on a commencé à dire à l'État, c'est cesser de nous transférer des charges tout en nous piochant dans les recettes. Et cesser la démagogie qui consiste à dire l'État aide les collectivités avec des dotations, là où l'État là où ces dotations ont remplacé des anciennes recettes des collectivités, où l'État a pris ces recettes et est censé les rendre à l'euro près. Si c'est à l'euro près, c'est en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation. Et quand on nous dit, on vous réajuste la DGF de 320 millions, c'est historique, depuis 10 ans, il n'y a pas eu ça, alors que si on prend que 4,2% d'inflation sur 2023, qui est très optimiste, il faudrait réajuster de 800 millions, mais ça veut dire que l'État prend 500 millions chez les collectivités. Et beaucoup de mairies, on va avoir du mal à boucler leur budget, ça va se faire au détriment de l'investissement. Nous ne représentons que 19% des dépenses publiques totales, toutes les collectivités, alors que la moyenne européenne, c'est plus de 30%, mais nous représentons 70% de l'investissement. Donc, la prochaine étape, avec la hausse des taux d'intérêt qui vont surenchérir l'emprunt, alors qu'on n'emprunte que pour l'investissement, et les faits que nos recettes ne suivent pas les charges, c'est l'investissement qui va en pâtir, et donc il y aura un mouvement récessionniste, je pense, à la mi-2023. David Lisnard, il nous reste 1 minute. Question d'entretien d'embauche. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? On sera en 2027. Est-ce que vous ferez campagne pour Laurent Wauquiez? Pardonnez-moi, mais vous direz où j'en suis. Vous y pensez forcément un petit peu. Non, mais moi je suis engagé dans la vie politique, on pense aux prochaines présidentielles, on pense aux législatives, on pense à tout ça, évidemment. Mais qui sera candidat? Quels seront les rapports de force? Qui sera en capacité? Où on sera la France? Enfin, objectivement, tout ça. C'est trop tôt pour désigner un candidat? Mais évidemment. Je l'ai dit et je le confirme aujourd'hui. C'est bien trop tôt pour désigner un candidat. Vous avez participé à l'écriture d'un livre qui paraîtra le 26 janvier. Il est écrit par un journaliste de Valeurs Actuelles. Il s'appelle Le réveil de la droite. Est-ce que ce livre dessine ce qui pourrait être un projet présidentiel? Alors, très objectivement, je suis l'objet de ce livre. Je ne suis pas l'auteur de ce livre. J'y tiens pour l'auteur parce que c'est un jeune journaliste qui travaille dans d'autres supports aussi et qui avait demandé à me suivre. D'autres avaient demandé. Et lui, j'ai dit oui parce qu'il m'inspirait confiance. Donc, il a suivi pendant, je crois, 2 ans. Le travail, c'est son bouquin, c'est son livre, et il y a une partie entretien, celle-là que j'ai visée, mais en gardant le côté un peu spontané. Et un jour, je sortirai un livre plus programmatique, je l'écrirai moi. J'ai commencé à écrire d'ailleurs, pour rien vous le cacher. Mais c'est un défaut de trop écrire. Mais c'est un livre où il y a effectivement des éléments programmatiques, mais c'est plus de l'entretien sur des principes. Voilà, je ne veux pas en dire plus, je ne vais pas le spoiler, comme on dit ça. David Lisnard, merci d'avoir été notre invité. Azur Politique, c'est terminé. Merci à vous.